Merci de me recevoir et de me donner l'occasion de venir vous rencontrer et de réfléchir un peu avec vous. Alors là, oui, 2 mots sur qui je suis, pas beaucoup plus. Je m'intéresse au monde numérique depuis une vingtaine d'années. J'ai été une pionnière des industries culturelles et créatives et citoyennes numériques. Et j'ai commencé en tant qu'artiste, j'ai pensé ça ensuite en tant que chercheur, et aujourd'hui je le fais en tant qu'entrepreneur. Donc j'ai toujours eu une triple casquette d'artiste, chercheur, entrepreneur. Je suis associée au laboratoire Paragraphe de Paris 8. Alors là, vous avez la topographie des mots que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, balayer. Plus que des mots, c'est des concepts. Et la différence entre un mot et un concept, c'est qu'un concept, il porte tout le dialogue des penseurs, des gens qui ont échangé, toutes les divergences, toutes les convergences, c'est des outils pour penser, les concepts. Ils ont toute une histoire, ils ont des pans entiers de réflexion qui les accompagnent. C'est des outils de connaissance, des outils de science, c'est ce qu'on appelle des outils épistémiques. Et c'est ce qui nous permet d'articuler une réflexion. Et mon objectif aujourd'hui, c'est pas de venir et de vous balancer un message, c'est pas d'avoir quelque chose de construit, c'est d'essayer de poser des outils de réflexion pour que vous puissiez, de votre côté, avec un outil, un autre, laisser émerger une signifiance. Et on commence à voir ici le mot signifiance. La signifiance, qu'est-ce que c'est? C'est la construction du sens. La construction du sens à partir de notre sensorialité, à partir de notre appel de vie, à partir du langage. C'est ce qui fait la différence entre nous et un autre être, entité signifiante ou non signifiante, c'est que nous passons par la langue naturelle. Et que ce langage, eh bien, il va être articulé avec notre corps et notre sensorialité et notre émotivité. Donc ça, c'est une chose importante pour moi, c'est de dire que nous, hommes, nous sommes des sujets signifiants, que vous êtes des sujets signifiants, que je partage avec vous des outils, mais le travail de signifiance, c'est le vôtre. Alors si il y a un message, vous vous rappelez, dans l'Antiquité, il y avait au début des pièces quelque chose qu'on appelait l'argument. On venait, on vous disait, bon, vous savez, on va vous parler d'Oedipe. Alors c'est simple, Oedipe, on a dit qu'il allait coucher avec sa mère, tuer son père. On l'a viré pour éviter ça. Finalement, comme on ne savait pas qui il était, il est revenu, il a tué son père, il a épousé sa mère. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir regarder la pièce tranquillement, apprécier l'esthétique, apprécier le jeu, apprécier les mots. Alors, je vais vous le donner, mon message. Il est là, il est tout simple. C'est une réflexion sur les outils normatifs de la comptabilité, l'influence qu'ils ont sur les décisions financières, une réflexion sur et si on écrivait autrement la comptabilité, et si les gens qui écrivaient la comptabilité, ce n'étaient pas juste les gens de l'industrie de la finance, est-ce qu'on arriverait à avoir une influence sur l'allocation des fonds, parce que la finance c'est ça, c'est l'accréditation, l'allocation des fonds, et donc sur l'organisation de la société. Donc ça, c'est la question. Et si je le dis, c'est que je le pense quelque part. On l'a dit, on l'évacue, on va pouvoir maintenant réfléchir pour que cette réflexion, vous vous l'appropriez à partir des outils que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Alors, mon approche, je vous l'ai dit, j'étais d'abord artiste avant d'être chercheur et entrepreneur et avant de faire de la comptabilité aussi. De poète à comptable, c'est pas mal, c'est un drôle de chemin. Mon approche en tant que chercheur, c'est toujours une réflexion sur les mots. C'est une compréhension de ce que disent les mots. C'est ce qu'on appelle de l'herméneutique. On interprète les mots, on interprète les normes, on se demande ce que ça porte comme réflexion sur la société, sur la pensée, et on se demande ce qu'ils construisent. Donc moi, je viens ici avec une réflexion herméneutique sur la comptabilité. Il se trouve que la comptabilité, c'est une technique. Et quand on étudie les techniques, on fait de l'épistémologie. Donc cette herméneutique, elle est un peu particulière, elle se place dans l'étude des techniques. Elle vient dire, cette technique comptable, quand on la regarde pour l'interpréter, pour comprendre ce qu'elle nous dit de l'organisation de la société, eh bien, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Donc ça, c'est mon point de vue, c'est mon approche. C'est par l'étude herméneutique de cette technique comptable. Et l'objectif, c'est de venir déshabiller la comptabilité de toutes les illusions que l'on y projette, et la finance aussi. Et ça, c'est une réflexion, en fait, ça devrait être toujours ça, un scientifique, il devrait toujours se demander c'est quoi l'objet de mon étude, qu'est-ce que je projette dessus, quelles sont les illusions que je projette dessus, et qu'est-ce que je peux penser d'autre une fois que j'enlève ces illusions. C'est en fait une question, cette faculté de projeter sur les objets des choses qui ne lui appartiennent pas, c'est ce qu'on appelle la cristallisation parfois, c'est aussi ce qu'on appelle la fétichisation. Et pour donner un exemple de ce que ça peut représenter, je vais vous donner un exemple radicalement différent. Marc Aurèle, cet empereur romain qui pensait aussi, donnait l'exemple du laclive, j'oublie le nom, ce petit insigne
que portaient les sénateurs. Hein. Il dit en fait c'est quoi? C'est du poil de brebis qui est teinté. C'est du poil de brebis teinté, c'est tout ce que c'est. Sauf qu'on y projette la réussite, le succès, le pouvoir. Et cette projection sur ce petit insigne, ça c'est de la fétichisation, c'est de l'enflure, il utilisait le mot d'enflure. Donc il faut enlever cette enflure pour voir l'objet que c'est, juste de la laine avec de la couleur pourpre. C'est mon objectif aujourd'hui avec vous, c'est de regarder la comptabilité et la finance, juste comme de la laine avec de la couleur pourpre, c'est de défétichiser ce concept, cette technique, et puis d'autres encore. Et partant de là, eh bien, j'espère qu'on aura quelques petites pierres posées, comme sur cette carte de la Renaissance, carte maritime de la Renaissance, que je n'ai pas choisie par hasard, vous allez voir pourquoi. Carte maritime de la Renaissance, c'est évidemment une carte des routes marchandes à la Renaissance, lorsque notre proto-capitalisme se met en place. Ce n'est pas un jugement de valeur sur le capitalisme, j'en ai pas, vous verrez d'ailleurs, le capitalisme aussi est fétichisé, donc je ne vais pas le fétichiser non plus, mais vous allez voir que ça a sa place dans l'histoire de la comptabilité. Alors, les deux termes posés, comptabilité-finance, qu'est-ce qu'on en dit d'habitude? C'est quoi l'enflure qu'on en dit hein? On dit la comptabilité, c'est une photographie ou un enregistrement de la réalité économique d'une entité. Une photographie, on ne la met pas en cause, un enregistrement non plus. Hein. C'est ce que c'est la vérité. On vous montre un état réel d'une vérité, d'une entité économique. Et puis on dit, dans la finance, c'est aussi la finance qui fixe des prix, qui alloue des fonds. La finance, c'est la vérité. Le prix que l'on met sur un actif, sur un bien, c'est sa vérité. Ça, c'est un grand penseur néolibéral qui l'a dit, c'est Hayek. Il a même inventé un mot qui s'appelle la catalaxie. Pour parler de ça, c'est ce qu'on appelle le signal-prix, qui vient dire, vous savez, un prix, il cristallise toute l'information qu'on a et qui permet, par un système distribué d'informations qui remonte, qu'un seul humain ne pourrait pas réussir à compiler avec sa tête, à créer la vérité de la valeur d'un bien. Plus récemment, on a la théorie de l'agence, qui est l'école de Chicago, qui est l'école dominante du monde de la finance aujourd'hui, qui parle du marché efficient, qui dit lui aussi que le marché, il a la vérité de l'information. Donc ça, c'est ce qu'on dit. On parle de vérité, on parle d'enregistrement, on parle de photographie. Mais maintenant, on va essayer de voir ce qu'il en est. Est-ce que la comptabilité est réellement une photographie réelle de la réalité économique d'une entité? Alors la comptabilité, qu'est-ce que c'est? C'est pas faire ses comptes. Moi d'ailleurs, je vous remercie. Normalement, dimanche à cette heure-ci, je fais mes comptes et ma compta, et je déteste ça. Et je suis là avec vous, c'est beaucoup mieux. Donc faire ses comptes, c'est additionner les gains, c'est soustraire les dépenses, selon la réalité de ces flux monétaires. C'est une opération mathématique avec des unités monétaires et qui suivent la réalité du volume monétaire disponible. Vous avez vu cette jolie image des gens qui font leurs comptes heureux en couple? C'est ce qui vient quand on cherche l'iconographie de faire ses comptes en ligne. On aurait pu aussi choisir ça. La pauvre, elle est toute seule, elle est un peu dépassée. C'est un peu la terreur. Alors là, je voudrais vous donner un exemple d'herméneutique. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est juste pour vous raconter les choses qu'on peut voir quand on essaye de les approcher avec un esprit d'interprétation. J'ai choisi ça aussi un peu pour cette raison, mais je ne devrais pas, c'est un peu une digression. Il y a un troisième terme qui manque quand on dit comptabilité, finance. Le troisième, c'est fiscalité, parce que la comptabilité, ça sert à la finance et ça sert à la fiscalité. Un foyer fiscal en France, c'est ce qui définit l'entité économique individuelle. Et le foyer fiscal, c'est un ménage, ça veut dire un couple qui a contracté, soit le pacte, soit le mariage, avec une résidence principale. Et c'est intéressant parce que quand on pense au terme de foyer, on peut aussi former foyer tout seul. Sauf que quand on forme foyer tout seul, ça renvoie par défaut à la norme qui est celle du couple. Donc c'est une injonction par rapport à laquelle on vit en défaut. Puis c'est intéressant, qu'est-ce que c'est le foyer fiscal? Une résidence principale, avec un couple qui a contracté. Comment on fait quand à cause du travail, on est obligé de vivre dans deux villes différentes? Et si son travail oblige à avoir une séparation de biens, on a deux résidences différentes, on a une séparation de biens, et même si on n'est pas axé au marié, on ne peut pas faire foyer fiscal. C'est rigolo, toutes ces choses-là. Ça montre ce que l'on peut étudier d'une société, de ses injonctions, au travers de ses règles. Ça, c'est un petit peu d'herméneutique et d'épistémologie quand on réfléchit à analyser ce que viennent dire les règles de ce que la société appelle comme organisation. C'était une digression, mais en même temps, ça vous permettait de voir ma méthode de réflexion. Et la comptabilité, par rapport au fait de faire ses comptes, les comptes, c'est déjà personnel, on va additionner des gains, on va soustraire des dépenses, ça c'est vrai, en partie,
Mais on ne va pas le faire juste selon les flux monétaires qui existent. On va le faire selon des normes et des règles qui sont propres à l'univers comptable. Ça va être des normes de catégorisation et de distribution, des normes de valorisation, des normes de dévalorisation, des normes de temporalisation. Et puis là, je vous assure, on a déjà perdu le lien avec la réalité commune que l'on peut comprendre. La comptabilité, là, c'est déjà tout à fait autre chose. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de questionner ces normes. C'est d'interpréter ces normes, de me demander quels récits elles tissent, quelles injonctions elles font, et puis aussi qui les écrit, et qu'est-ce qui peut se passer si on les écrit différemment. On continue cette description de la comptabilité. Donc oui, il y a des opérations mathématiques, tout le temps. Mais ce n'est pas des opérations mathématiques simples, j'additionne, je soustrais par rapport à un volume que j'observe. C'est des additions mathématiques, des opérations mathématiques qui obéissent à un univers de règles propres. Hein. Et on le fait avec des unités monétaires. On ne le fait pas avec des quantités physiques, comme le faisaient les Sumériens, on le fait avec des unités monétaires. Et ce n'est pas pour rien. On le fait avec des unités monétaires parce que la comptabilité est liée à la valeur de l'entreprise, elle est liée à la valorisation que l'on peut en faire, et elle est liée aussi à toute une réflexion qui va ne pouvoir enregistrer dans la comptabilité que ce qui peut se vendre. Le reste va échapper. Donc ce n'est pas pour rien qu'on utilise des unités monétaires. Et encore une fois, la comptabilité obéit à une logique propre, ces normes obéissent à une logique propre qui lui appartient. Et la comptabilité, dans cette logique propre, l'écriture de ces règles, ce n'est pas moi qui le dis avec un regard critique. D'ailleurs, je n'ai pas de regard critique. Enfin, je veux dire critique négatif, j'ai un regard critique réflexif. Si on prend un livre d'introduction à la comptabilité assez basique, que tout étudiant en sciences de gestion, en comptabilité aura eu entre ses mains tôt ou tard, qu'est-ce qu'on voit dans l'introduction ? L'information comptable est définie selon le point de vue et pour l'utilité d'un utilisateur privilégié, l'investisseur. Bon, on a déjà compris quelque chose. Je ne dis pas que je suis choquée, on nous le dit, on nous le pose. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'on le pose sans que ça pose question. C'est comme ça. Ces normes et ces règles, on les a écrites selon le point de vue et pour l'utilité d'un utilisateur privilégié, l'investisseur. Sauf l'investisseur, ce n'est pas le seul acteur qui a partie prenante avec l'entité économique. On a d'autres parties prenantes. On a les collaborateurs, on a les fournisseurs, on a les clients, on a l'écosystème, on a la nature, on a l'écosystème local, on a l'écosystème national. On va revenir sur toutes ces questions. Bon, et à quoi sert la comptabilité ? En fait, c'est un outil de pilotage et de décision selon ses propres critères d'intérêt de l'investisseur, selon ses propres critères d'intérêt monétaire au sein d'un système monétaire où ce qui fait foi, c'est la valeur d'échange, c'est-à-dire la valeur monétaire et pas la valeur d'usage. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure de la différence entre une contribution, qui est un usage dont on a besoin, et une valeur d'échange, qui est une valeur marchande que l'on construit. Je ne vais pas aller plus loin, il y a plein d'autres choses qui en déclinent après sur qu'est-ce que le travail. Juste pour ceux qui l'entendraient, c'est aussi la différence entre le travail abstrait et le travail concret, mais bon, on met ça de côté. C'est juste pour ceux pour qui ça veut dire quelque chose. Donc d'une part, la comptabilité sert à ça, et puis c'est aussi un outil de contrôle pour savoir ce qui est fait de l'argent qu'on a mis dedans, hein, mais c'est aussi un outil de preuve et de contrôle pour la fiscalité. Parce qu'on va sortir des liasses fiscales qui vont permettre à l'État de savoir s'il a pu ponctionner la part qu'il devait fonctionner, ce qui est tout à fait normal. On vit ensemble, on a besoin d'argent ensemble, on a besoin de pouvoir ponctionner de l'argent, de partager. Ça ne me pose pas de problème. Et les outils fondamentaux de la comptabilité, ce sont ces quatre-là. Donc il y a le journal. Alors le journal, hein, c'est l'équivalent des comptes, quand on fait ses comptes. C'est vraiment là, on va trouver les entrées, les sorties, les dates, les quoi, les pourquoi. Et à partir du journal, on va créer quelque chose, et j'aimerais attirer votre nom sur le nom, le grand livre, le livre. Sachant que si vous avez lu la présentation de ma conférence, je vais parler de récit, le mot livre résonne déjà. Et c'est là où les choses s'embrouillent. Enfin, s'embrouillent pour les pauvres mortels que nous sommes, et où on ne peut plus totalement comprendre l'histoire que raconte la comptabilité. Alors, ce grand livre, il va être en deux parties. Il a deux colonnes. La colonne du débit et la colonne du crédit, qui doivent toujours être équilibrées. Parce que si j'ai sorti quelque chose, c'est que j'avais les moyens de le sortir. Et si je n'avais pas les moyens, c'est que j'ai fait une dette. Donc, ça doit s'équilibrer. Donc, il y a des colonnes et puis il y a des lignes. Et ces lignes, c'est des catégories qui sont normées. C'est ce qu'on appelle les comptes et les classes. Je vous donne un exemple. Le compte, la classe 1, c'est le compte des capitaux. Donc, c'est la situation patrimoniale de l'entreprise. Ce qui est patrimonial, c'est ce qui reste. C'est ce qui peut continuer à exister, c'est ce qui peut se transmettre. Donc, c'est les capitaux propres, c'est les dettes,
C'est toujours étonnant de se dire que les dettes, c'est du patrimoine. Ça fait partie de ces choses, dans le sens commun, que c'est du passif. Enfin, c'est toujours... Que le patrimoine est au passif, c'est une chose un peu étrange, mais c'est comme ça. Le compte 2, par exemple, c'est les immobilisations, c'est l'ensemble des biens durables détenus et qui ne sont pas destinés à la revente, ça c'est de l'actif. Donc je reviens, ça c'était pour vous expliquer un petit peu, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas familier avec la comptabilité. Et puis, ici, dans le grand livre, c'est la fin du rapport avec le volume monétaire disponible. C'est la fin de la représentation commune de la réalité. Le troisième outil, c'est la balance. Ça récapitule les soldes débiteurs et créditeurs par classe pour une période donnée, généralement l'exercice. Vous savez que la comptabilité, ça commence et ça finit à un moment donné, c'est ce qu'on appelle l'exercice. Et puis ensuite, on a le bilan, qui est cette fameuse photographie, c'est surtout à ça qu'on accole le mot photographie, un instant T de l'actif et du passif général. Bon, voilà. Donc ça, c'est les 4 outils. Et ce qui va nous intéresser par rapport à ces 4 outils, c'est ce que je disais, c'est quelle est l'histoire qu'ils racontent avec les classifications qu'il propose. Le livre, ça renvoie au récit. En anglais, comptabilité, ça se dit account, qui veut dire le récit. Donc ce qu'on va essayer de réfléchir, c'est qu'est-ce que c'est que ce récit qui apparaît tout d'un coup là, quand on passe du journal au grand livre. Qu'est-ce qui se passe là? Qui écrit ce récit? Quel point de vue est défendu? On l'a déjà vu, c'est le point de vue de l'investisseur. Quels sont les usages qu'on en fait? Donc, ça veut dire, en fait, l'usage d'un récit, c'est son genre. Quand on veut faire peur, un récit qui fait peur dans fiction, c'est un film qui fait peur, c'est un film d'horreur. Un film qui fait rire, c'est une comédie. Donc ici, c'est le pilotage de l'investissement. C'est le contrôle par le pouvoir interne qui est l'actionnaire. C'est le contrôle par le pouvoir externe qui est l'État. Et ça, c'est les grands lieux où va s'articuler la réflexion d'interprétation de la comptabilité. On va prendre quelques exemples. Qu'est-ce qui fait la différence entre une dépense et un investissement? On dit, quand on achète un ordinateur qui vient équiper une entreprise, cet ordinateur, il reste, je peux le revendre, donc c'est un investissement. Par contre, on dit, quand j'achète une formation qui vient permettre à mon collaborateur de monter en compétence, donc à mon entreprise d'être plus efficace, ce n'est pas un investissement, c'est de la dépense. Pourquoi est-ce qu'on décide ça? Parce qu'on estime que ce qui est dans la tête du collaborateur est perdu, puisque ça retourne le soir avec le collaborateur à la maison. Or, on sait aujourd'hui que c'est totalement faux, que ça va complètement se répercuter sur l'entreprise, que ça va se diffuser au sein de l'entreprise, qu'il y a même des moyens de pouvoir aider cette diffusion. Donc ça, c'est un exemple de norme qui est écrite par les gens responsables de l'écriture des normes comptables et qui peut être interprétée, qui vient dire quelque chose de ce que c'est qu'investir et ce que c'est que dépenser. Vous savez, quand on doit piloter son entreprise, on préfère toujours investir à dépenser. Donc on aura plus tendance à dire « je suis OK pour acheter l'ordinateur, mais la formation, elle peut attendre ». Ensuite, on revient à cette même idée, les actifs immatériels immobilisés. Et bien, dans la même réflexion, on va pouvoir immobiliser des achats matériels. Les achats immatériels, c'est beaucoup plus compliqué. Tout ce qui concerne, tout ce qui consiste en la richesse, pas seulement les achats, mais la richesse économique immatérielle d'une entreprise, on ne va pas savoir l'immobiliser, le faire apparaître dans les actifs de l'entreprise. C'est très difficile. On estime aujourd'hui qu'environ 80% de la valeur d'une entreprise consiste dans son immatériel. Ses connaissances, ses compétences, ses savoir-faire, sa relation client, sa relation au fournisseur, sa marque, sa relation à l'écosystème, et seul 20% de cet actif immatériel apparaît en comptabilité à cause des normes. À cause des normes. On a donc là, et ça renvoie d'ailleurs la question au monde qui crée les normes comptables et aux investisseurs et à l'État, comment peut-on piloter avec intelligence une entreprise si on sait que 80% de sa valeur est créée par l'immatériel et qu'on a une vision que de 20% de sa valeur? Il manque des données. Pour la petite histoire, oui, c'est là-dessus que je travaille, moi, c'est sur le capital immatériel, le patrimoine immatériel des personnes, des entreprises, des écosystèmes. Et puis la notion de provision, elle est intéressante, celle-là, je l'adore, cette notion de provision. On dit on va faire des provisions pour risque. Bon, là, je sais que je risque de polluer vraiment, là, je fais de la boue rouge, je vais vraiment saloper la Méditerranée. Il faudrait peut-être que je fasse une provision. Mais elle est pourquoi, la provision, dans l'esprit comptable? Est-ce qu'elle est pour pouvoir trouver d'autres façons de produire et pas saloper la Méditerranée? Est-ce qu'elle est pour nettoyer la Méditerranée? Est-ce qu'elle est pour compenser toutes les personnes qui vivent dans cette pollution? Pas du tout. Elle est là pour compenser un risque juridique qui tomberait et une indemnité qu'on devrait payer. C'est intéressant. On est encore là dans l'exemple, la réflexion sur ce que c'est qu'une norme comptable et ce qu'elle porte. Et puis enfin, cette chose que j'ai déjà vue avec vous,
Pourquoi écrire tout en unité monétaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des appréciations? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des descriptions physiques, des descriptions quantitatives? À quoi renvoie cette obligation de l'écriture monétaire? Ça renvoie au fait qu'on est véritablement tout le temps dans une réflexion sur la valeur marchande, sur la valeur d'échange. Qu'en fait, la comptabilité devrait montrer la valeur de l'entreprise en tant qu'outil de production, mais au final, ce qu'elle fait, c'est rapporter des informations pour qu'on puisse traduire la valeur de l'entreprise en tant que valeur marchande de l'entreprise en tant que bien marchand. On est sur la valeur d'échange de l'entreprise et pas sur la valeur d'usage. Donc là, déjà, on a un bousculement de réflexion et qui mérite aussi une réflexion, enfin, un bousculement de point de vue. Tout ça, c'est pour vous dire que la comptabilité, contrairement à ce qu'on nous raconte quand on dit que c'est un enregistrement, une photographie, c'est pas vrai. C'est pas un donné. C'est pas un donné naturel. C'est un construit. C'est un construit qu'on a fait et qu'on a fait ensemble depuis très longtemps. Les règles se construisent depuis très longtemps. Et les grandes étapes de ce construit, on peut en mettre 3, sur la comptabilité telle qu'on la connaît chez nous. La comptabilité en partie double, ça c'est un petit aperçu, on va revenir un peu plus en détail, elle a été créée dans l'Antiquité chez les Sumériens. Donc vous voyez, 4e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Il y a eu un grand moment fondateur à Venise, au moment de la Renaissance, d'où la carte que je vous ai mise, avec ce nom de Luca Pacioli. Et puis il y a un autre grand moment récent, 1975, avec la création des normes internationales comptables, International Accounting Standards, les normes comptables internationales, et International Financial Reporting Standards, et les standards internationaux de reporting financier. Donc chez les Sumériens, on avait la comptabilité en partie double, et puis c'était une écriture à partir de quantités et de descriptions physiques, pas monétaires. Et ce qui est intéressant, on revient à certains mots qu'il y avait dans la topographie de départ, c'est que tout ça était en fait en lien avec le temple. C'était bon, évidemment en lien avec les gens qui possédaient, qui voulaient contrôler leur cheptel, les ventes, les caravanes et compagnie, mais c'était aussi des choses que l'on devait remettre au temple. Et puis au temple d'abord c'était des tribus, et puis c'est devenu forcé. Puis le temple est devenu tellement riche avec tout ce qu'on lui donnait comme bien, je pense aussi comme monnaie, ça devait exister, mais j'en suis pas certaine, qu'il s'est mis à prêter de l'argent. Il s'est mis à prêter avec intérêt. Donc on voit que la fonction de banque, au départ, elle est liée à celle de temple. Quand on voit à quoi ressemblent les grandes banques aujourd'hui, on comprend quelque chose de toujours similaire entre la sacralité tout court du Dieu et puis la sacralité de l'argent. J'ai vu à un endroit une référence à des dieux banquiers, mais je n'ai pas pu, chez les Sumériens, je n'ai pas pu confirmer cette référence, donc je ne vous la donne pas, mais bon, le bruit court qu'il y aurait eu des dieux banquiers. Voilà, c'est juste pour dire, moi j'arrive jamais à situer la Mésopotamie, c'est pour ça que je voulais resituer dans le temps et dans l'histoire. Ensuite, le deuxième grand moment, c'est Luca Pacioli. Alors Luca Pacioli, il a publié en 1494, donc ça fait très peu de temps que l'imprimerie existe, un des best-sellers de l'imprimerie naissante. Il y a eu 2 best-sellers, il y a eu la Bible et il y a eu la Summa de Arithmetica Geometria de Proportioni et de Proportionalita à Venise. C'était un traité écrit en langue vernaculaire, c'est-à-dire en italien et pas en latin, à destination des étudiants. Et c'était un traité de mathématiques et de géométrie avec un peu de commerce, une règle sur comment est-ce qu'on double ses bénéfices, et puis la description de la pratique comptable de l'époque, pratique en partie double. Donc il n'a pas inventé Luca Pacioli, il n'a pas inventé la comptabilité en partie double, il a juste retranscrit ce qui se faisait à l'époque à Venise et en Toscane, lorsque les marchands devaient suivre leur investissement quand les bateaux partaient et revenaient. Et ce qui est intéressant, et c'est là que commence la confusion, c'est que c'est dans un traité de mathématiques. C'est-à-dire que d'emblée on nous dit « ceci est de la mathématique ». Ceci est une règle axiomatique. Ceci est de la mathématique qui traduit le réel. On est dans la vérité. Et on est toujours dans cette illusion sur la comptabilité et la finance. On est dans la vérité mathématique et non pas dans la vraisemblance. On va revenir sur cette différence. On vient maintenant à la troisième... Bon, si, c'est ça. Donc voilà. Faire de la comptabilité une science mathématique, c'est donc transformer le vraisemblable d'une norme, d'une pratique normative, c'est-à-dire d'une programmatique. Une norme, c'est ce qui donne des standards qu'on applique, et quand on applique des standards, on crée une réalité, c'est du programme, c'est un programme qui tourne, et quand un programme tourne, il crée son réel.
C'est donc transformer le vraisemblable d'une pratique normative et de son récit au sein de son propre univers en vrai qui est prétendu incontestable, le vrai des chiffres et le vrai du réel. C'est un processus de domination en réalité, qui vient imposer un monde et ses normes et dire c'est ça le seul monde réel, alors que c'est juste un monde possible. Et là, quand on est dans cette réflexion sur un monde possible qui existe, je ne sais pas, c'est Mathieu qui parlait d'un monde avec le revenu de base, je ne sais pas s'il est encore là, il dit qu'il faudrait se projeter dans un monde où le revenu de base existe. Et bien là, en fait, quand on crée un monde comme ça, et qu'on invente toute sa réalité, ses personnages, ses institutions, ses règles, sa topologie, sa topographie, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une mythopoïèse. Une mythopoïèse, ça vient du mot mythos, récifable, et de poiène, créer, fabriquer. Quand on invente un monde, on fait une mythopoïèse. En fait, il serait intéressant de voir la comptabilité comme une mythopoïèse qui invente un monde, et la finance aussi, qui vient avec toutes ses règles financières, et qui peuvent marcher. Au sein de ce monde, ils ont écrit les règles, donc oui, ben heureusement que ça se confirme. Ils ont écrit leur programme tourne, enfin pas toujours très bien d'ailleurs, parce qu'ils oublient des irrationnels un peu anthropologiques. Donc, la réflexion, c'est de se dire, ok, c'est un monde possible qui est créé par ces règles comptables-là. Peut-être qu'on peut travailler autrement nos règles comptables et générer un autre monde possible. C'est quoi les 3 ingrédients d'une mythopoïèse? Je vous donne quelques exemples de mythopoïèse. Star Wars, c'est une mythopoïèse. C'est Tolkien qui a mis au goût du jour ce mot dans son poème Mythopoeia. Tolkien, le Seigneur des Anneaux, des Anneaux, les jeux de rôle, oui, ça crée des mondes dans lesquels on vit. Mais le mot est créé par un autre poète, Frédéric Myers, au XIXe siècle. Il y a 3 conditions pour une mythopoïèse. Il faut un cadre narratif et ou conceptuel. Dans le cadre de la comptabilité, ce sont toutes les règles et les standards. Il faut les règles programmatiques, et un récit qui va les attacher les unes aux autres. Et puis, il faut un pacte de vraisemblance. Quand on rentre dans un film, on va y croire. Quand on rentre dans un roman, on va y croire. Il y a un pacte de vraisemblance. Il dure plus ou moins longtemps. La différence entre une mythopoïèse fictionnelle dont on sort et une mythopoïèse dont on ne sort pas, c'est la durée de ce pacte de vraisemblance. J'y rentre et j'y reste, ou j'y rentre et j'en sors. Donc pour la fiction, généralement, sauf dans certains cas un peu névrotique, on va en sortir. La religion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose une histoire, elle donne des règles, et puis on y croit. Et puis c'est toujours très facile de se rendre compte de ça pour la religion des autres. C'est toujours beaucoup plus compliqué de sortir du pacte de vraisemblance quand on est dans sa religion à soi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la vérité, je dis juste qu'on peut voir les religions comme ça aussi. La politique, généralement, parler avec un néolibéral ou avec un marxiste, vous verrez qu'ils ont tous les deux leur mythopoïèse. Ils ont leur récit, ils ont des règles qui tournent, ils ont leur pacte de vraisemblance. Les deux mondes possibles ne se rencontrent pas. Il faut veiller, il faut faire attention à ça quand on construit avec une monnaie libre, avec un monde sans base, se dire quel est le monde que je construis, est-ce que j'ai envie d'y croire, donc j'accepte ce pacte de vraisemblance, comment je fais pour dialoguer avec les autres? C'est un peu compliqué. Quand je parlais de défétichiser, c'est ça aussi tout le temps, c'est de se demander quel est ce monde, cette mythopoïèse dans laquelle je m'inscris, comment j'en sors, quelles sont les illusions, quelles sont les vigilances que je peux avoir. Je ne peux pas vivre en dehors d'une mythopoïèse, je suis humaine. C'est ça notre propre, on a besoin de la signifiance partout, on a besoin de se raconter des histoires tout le temps, on a besoin de règles communes, mais on peut peut-être les choisir pour notre intérêt et être vigilant de ce côté-là. Bon, l'intelligence artificielle aussi, elle crée une mythopoïèse. Elle aussi, elle vient de dire « je suis mathématique, je sais tout, j'ai la vérité ». Bon, d'accord. Ta règle mathématique, tu l'as construite à partir de quel récit, de quel cadre réflexif, conceptuel, scientifique, social? Peut-être que là, ta mathématique, tu vas pouvoir voir qu'elle n'est pas juste une description de la nature, elle est la description d'un monde possible dans lequel tu t'inscris. Donc c'est la question, en fait, du temporaire ou du permanent. Il y a 2 trucs qui marchent pour garder quelqu'un dans une mythopoïèse et lui faire croire que c'est la réalité. C'est imbattable. 1, c'est de dire c'est Dieu qui l'a dit, et 2, c'est de dire c'est mathématique. Si vous venez avec une de ces 2 paroles, vous avez gagné. Les gens, votre mythopoïèse, ils l'ont acheté. Avec l'intelligence artificielle aussi, avec la comptabilité à n'en pas douter, avec la finance, de la même manière. Il n'y a pas d'autre réalité possible, disait notre amie Madame Thatcher. C'est mathématique. Et là, on demande, d'accord, mais c'est quoi les règles qui ont construit cette mathématique? Et là, on peut peut-être commencer à discuter. La deuxième chose sur laquelle je veux revenir dans une mythopoïèse, c'est cet ensemble de règles programmatiques. C'est ce qu'on peut appeler un modèle. Qu'est-ce que c'est un modèle? C'est là où les confusions peuvent exister. Un modèle, c'est 2 choses. Un modèle donne à voir, c'est une démonstration. Je vous ai mis là un modèle très simple. On peut enlever, remettre tous les organes pour voir comment ça fonctionne. On peut faire des simulations aussi virtuelles
Quand on est en 3D, on va rien construire aujourd'hui sans une simulation virtuelle qui précède. Hein. Les enjeux sont trop forts en industrie. Donc un modèle, c'est quelque chose qui montre et qui simule comment fonctionnent les choses. Mais c'est aussi des règles de fonctionnement. Et là, on utilise un mot, un modèle, c'est ce qui vient programmer le monde, c'est ce qui vient grammatiser le monde. La grammatisation, ce sont des règles ou même des mots que l'on utilise qui vont formater notre esprit. Derrida, qui n'a pas inventé le mot, il l'a repris à Sylvain Auroux, disait « Nous avons grammatisé le monde avec le latin, la mondialatinisation du monde et notre expansion colonialiste. Nous sommes venus avec nos concepts, nos lois, notre comptabilité. Nous avons mondialatinisé le monde, nous l'avons grammatisé. » Et c'est intéressant puisqu'on pense que l'histoire de la grammatisation et la mondialatinisation du monde commence à la Renaissance, avec les routes maritimes, avec l'imprimerie qui tout d'un coup reproduit à l'identique et donne une force de diffusion à toute notre façon de concevoir l'existence. Et la comptabilité en faisait partie. Donc là, c'est un de ces moments où je ne pose pas des pierres conceptuelles, mais je balance une idée. Donc je peux l'écrire en toutes lettres. Donc la mythopoïèse comptable et son système programmatique ne s'arrête pas au récit comptable. Vous l'avez compris, c'est l'idée que je défends. Dans les livres de comptes, elle ne s'arrête pas aux livres de comptes. Elle se poursuit dans nos vies, servant d'outils de régulation, de contrôle et de coercition, au travers de la fiscalité, du droit, des processus de financement, c'est ce qu'on appelle l'accréditation, et des moyens qui sont les leurs. Et à ce point précis s'opère la jonction de la boucle. Il serait naïf, et là je reviens à ce que je disais à notre intervenant tout à l'heure sur le revenu de base, il serait naïf de croire que l'organisation sociale est issue de ces moyens de contrôle et de ces programmes. Elle les génère tout autant. La mythopoïèse comptable exprime l'organisation sociale qu'elle contribue à modéliser, à grammatiser. Je reviens sur cette diapo. C'est une photographie de la réalité sociale, mais en même temps elle la programme. C'est quelque chose en boucle. Je pense que si nous n'avions pas cette mythopoïèse, nous en aurions une autre. Et une autre qui viendrait sans doute installer dans la société les mêmes règles de domination que celles que nous avons. Qu'on est des êtres de mythopoïèse, on est des êtres de symboles, on est des êtres de domination, et qu'en réalité, ça vient traduire quelque chose que l'on est. Il y a des études très intéressantes de l'anthropologie économique, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être. Donc je viens dire deux choses. Je viens dire oui, on a peut-être une capacité de pouvoir changer les choses en intervenant sur la mythopoïèse comptable, on va pouvoir faire des bouleversements, mais en même temps personnellement, je pense que ce qui doit changer, c'est d'abord quelque chose de nous-mêmes, de cette pulsion de signifiance qui est en nous, de cet appel qui vient du corps, de cet appel émotif, de cet appel à faire sens. La comptabilité est une façon de faire sens ensemble selon ce que l'on est, et elle le traduit de façon peut-être un peu violente aujourd'hui, au travers de son lien avec la finance. Donc ça, c'est un peu une réponse à ce que je disais tout à l'heure au titre de ma conférence. Si la comptabilité devenait citoyenne, si elle ne s'intéressait pas qu'au point de vue de l'investisseur, si elle n'était pas juste créée, on va venir à ça, par les instances de la finance, est-ce que la finance serait plus éthique? Peut-être dans une certaine mesure. Hein. Mais le reste de la question, qui est nous, qui nous sommes, ne serait pas changé. Je ne crois pas que la technique va totalement nous bouleverser. Et donc maintenant, on vient au troisième moment, et c'est les auteurs de nos normes comptables. C'est donc l'apparition des IAS et des IFRS à partir de 1975. Première publication en 1975, les IAS deviennent les IFRS en 2002. Et on a des organes qui les dirigent, qui les créent, qui les écrivent. Il y a d'abord eu l'IASC, le comité de l'IAS, qui a dirigé l'écriture des normes comptables de 1973 à 2001. Ça a été créé par un comptable qui s'appelle Lord Benson. Il a d'abord réuni des organismes comptables du monde entier. Il y avait d'autres initiatives en parallèle qui essayaient de normaliser la comptabilité, mais elles n'ont pas pris. Vous savez, c'est comme quand on lance un format technique. Il y a plusieurs formats, par exemple la cassette vidéo, il y avait plein de formats différents qui existaient, puis il y en a un qui domine à un moment donné, qui l'emporte. Ça a été la même chose pour la normalisation comptable. Ça a été cette entreprise anglaise qui l'a remporté. Anglaise, portée par des Anglais, mais internationale. À partir de 2002, c'est devenu l'IAS Board, et puis ensuite, l'IAS Board est géré par la Foundation de l'IFRS, qui est au Delaware, qui quand même, pour l'histoire, est un des États des États-Unis qui peut permettre de faire des facilitations fiscales. Alors c'est ce board qui a des trustees.
Tout cet organisme de l'IASC, de l'IFRSF, il est financé comment? Il est financé à 8% par des entreprises, des grandes entreprises de la finance, à 26% par des grands cabinets de la finance. Il y a beaucoup de subventions publiques. Il y a des contributions de l'industrie de la comptabilité, on ne nous dit pas dans quelle mesure. Puis il y a les ventes de leurs propres produits. Ça pose quand même question, vous ne trouvez pas? Que cette chose qui a tellement d'influence dans nos vies, au travers de l'information qui est donnée financière, donc à l'argent que l'on alloue, au travers aussi du calcul du PIB, donc de l'argent qu'on allouera aussi aux États, soit entièrement construit, se construit, pas se donner, soit entièrement et exclusivement construit par un organisme qui représente uniquement les industries financières et qui écrivent les normes pour le seul intérêt et le seul point de vue des industries financières. C'est très intéressant que aussi personne ne questionne ça. Moi, j'entends pas de partis politiques, de syndicats qui viennent dire il se passe quelque chose de louche là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en mêler? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des représentants, des citoyens, des consommateurs, de la nature qui viennent réfléchir aux normes comptables? Peut-être qu'ils inventeraient des normes comptables qui ne feraient pas que des provisions pour risque. Peut-être qu'ils auraient un autre point de vue sur la comptabilité des immatériels, c'est-à-dire la contribution de ce que chaque partie prenante apporte à la richesse d'une entreprise. On comprend qu'on n'ait pas trop envie de faire bousculer ces règles, parce que si on se mettait à reconnaître la part de la richesse créée par les autres, eh bien, on serait peut-être obligé de partager autrement cette richesse créée. Donc on comprend bien qu'eux, ils n'aient pas envie, mais peut-être que nous, on devrait le réclamer. Et ça, en fait, pour moi, ça correspond aux nouvelles formes de lutte sociale. Je ne sais pas si c'est pas la prochaine diapo, mais c'est pas grave. Ça correspond pour moi à une nouvelle forme d'action sociale. Et je ne suis pas la seule à dire ça. On voit en ce moment en France, je n'ai pas cette connaissance ailleurs. Je n'ai pas eu le temps ces derniers mois, j'ai lancé ma start-up, j'ai beaucoup de mal à suivre mon travail de chercheur, et il est même quasiment, c'est la première fois que j'y reviens aujourd'hui depuis plusieurs mois. Michel Fer, qui est un philosophe plus qu'un économiste, mais qui réfléchit au temps des économistes, a sorti un livre très intéressant en 2017, Le temps des investis. L'investi, c'est celui qui dépend de la finance qu'on lui alloue pour pouvoir créer ses projets. C'est l'État aussi aujourd'hui, puisqu'on est dans une économie de la dette, tout le monde est un investi. Et il dit, il faut qu'on réfléchisse autrement la lutte sociale, l'action sociale. C'est terminé le moment où on avait le salarié et le patron. D'ailleurs, les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas dit, on va poser des bombes, on va tout faire sauter. Ils ont dit non, on va dialoguer, on va lutter avec le patron pour essayer d'avoir un moyen de vivre. Il dit, il faut qu'on fasse la même chose maintenant. Il faut qu'on aille voir les financiers, il faut qu'on aille voir les modalités d'allocation, d'accréditation, et il faut qu'on se défende en tant qu'investi. Pour lui, la catégorie investi-investisseur remplace la catégorie patron-salarié. C'est intéressant. On voit ça aussi arriver chez ce mathématicien, Nicolas Boulot, qui a sorti aussi un texte intéressant en 2018, Le mensonge de la finance. Il parle du mensonge mathématique de la finance. C'est un mathématicien, il vient dire qu'il y a quelque chose de fou qui est en train de se passer autour de la mathématisation de la finance et du trading haute fréquence. Et on a peut-être besoin d'avoir des instances régulatrices. Et là, ça me permet de revenir sur cette question de la signifiance, l'être humain signifiant, la mythopoïèse. Il y a une chose folle dans le trading haute fréquence, une chose folle qui se veut mathématique. Mais que simule le trading haute fréquence? Il simule ce que serait l'acte d'achat d'un investisseur humain pour le précéder et ne pas perdre d'argent parce qu'il a fait le mauvais choix par rapport à ce que serait le choix de l'autre trader. Or, on sait, depuis les travaux des anthropologues de l'économie, on peut penser à Guietta et Orléans, on sait, il y a des gens aussi comme Ortiz qui réfléchissent à l'anthropologie des investisseurs. L'investisseur, il est censé réfléchir à partir de l'information qui lui remonte, l'information entre autres financière qui lui remonte par la comptabilité. Mais en réalité, non. C'est du mimétisme, notion créée par Girard. C'est-à-dire, je veux ce que l'autre veut, si possible avant qu'il l'ait, et à sa place. C'est agonique, c'est agonistique, c'est un combat à la vie, à la mort. C'est bestial, sacrificiel. Il y a de l'illogique, ce n'est pas du tout cette vérité mathématique. Donc on est en train de modéliser ce mimétisme par du trading haute fréquence, c'est de la folie. Donc il faudrait peut-être qu'on arrête qu'on sorte de cette réalité où juste une poignée de gens sont capables, de spécialistes, de comprendre le trading hors fréquence, et en plus il est basé sur l'irrationnel humain. Et moi, ce que je viens de dire, c'est peut-être que cette nouvelle forme de lutte sociale, d'action sociale, elle passe effectivement dans le rapport à la finance, sans dire on va tout faire sauter, mais en rentrant dedans. Et en entrant dedans, en prenant notre place dans la table des auteurs des règles programmatiques comptables. Ça ne va pas changer l'humain, ça ne va pas changer le monde, mais ça va peut-être un petit peu l'améliorer.
Voilà, donc ça pourrait être des règles du coup qui seraient dans l'intérêt de toutes les parties prenantes et pas juste de l'investisseur. Ça pourrait permettre une meilleure prise en compte des actifs immatériels, qui était quelque chose que soulignait Thorstein Veblen déjà au XIXe siècle. Penseur extraordinaire, que je vous conseille, il disait à l'époque de l'industrie naissante, mais l'industrie, c'est pas du tout du matériel. L'industrie, c'est le savoir qui est incarné dans les machines, c'est le savoir des opérateurs, c'est la stabilité et la capacité économique de l'écosystème où on opère, et c'est tous les atouts différenciateurs d'une industrie par rapport à une autre, sa réputation, sa marque. Il avait déjà tout compris. On croit qu'on réinvente l'immatériel aujourd'hui, ça fait déjà 150 ans qu'il le dit. Peut-être une information comptable non monétaire, même si ça existe un peu aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les rapports extra-financiers, comme le rapport RSE, on va y revenir tout à l'heure. Et puis, peut-être des instances de création de normes et de contrôle qui soient citoyennes, représentatives de toutes les parties prenantes, démocratiques, avec d'autres formes de décision. Eh bien, on a terminé quasiment. Je voudrais vous montrer les choses qui existent, qui essayent de transformer un peu la comptabilité. Il y a le reporting intégré, l'IRCC, qui cherche à faire émerger un nouveau standard international de reporting qui mêle données financières et extra-financières. Il essaye de redonner confiance aux investisseurs en communiquant plus clairement sur la création de valeur sur le long terme. Mais c'est quand même porté par des instances financières tout à fait traditionnelles, ils ne viennent pas bouleverser les fondamentaux. On a le reporting RSE qui est plus intéressant parce que le GRI, qui le crée, le Global Reporting Initiative, rassemble diverses parties prenantes. Il va y avoir des citoyens, des syndicats, des ONG, il ne va pas y avoir que des financiers. Et puis, il y a des initiatives non structurées qui font du pop-in. Voilà. Il y a par exemple un travail titanesque qui a été créé par un comptable qui s'appelle, un expert haut de compte qui s'appelle Henri Verrier. Il a créé la comptabilité modulaire, qui essaye véritablement de jouer ce jeu de l'enregistrement, de la réalité économique d'une entreprise à court terme, à moyen terme, à long terme, avec des données monétaires, non monétaires, et depuis le point de vue de toutes les parties prenantes, et en particulier aussi de la Terre. Un vieux monsieur qui commence, je crois, à faire son chemin avec certaines instances qui réfléchissent à la comptabilité en France. Puis moi, je travaille là-dessus. J'ai créé une méthode que j'appelle DASSET, que mon entreprise porte, qui permet d'identifier, de développer, de valoriser et de monétiser parfois les actifs, les contributions immatérielles, et dans une entreprise et dans un écosystème. Parce que je pars du principe qu'à partir du moment où on arrive à mesurer les contributions, on épuise la mesure. On arrive à voir que la richesse est créée par tout le monde. Que la mesure, à un moment donné, s'épuise elle-même quand on voit ce qui est créé par tout le monde. Voilà, mais ceci dit, en attendant d'arriver à ce point d'épuisement, on peut quand même capter pas mal d'informations qui manquent. C'est ce que je disais tout à l'heure, on manque cruellement de données sur tout ce qui est performance hors coût des entreprises, et passer par les immatériels permet de le faire. Et en conclusion, je voudrais revenir à Saint-Terme, qui était dans la cartographie de départ. Ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille. Je suis partie de ça. Nous, on est des sujets signifiants. On est mus par cet appel de la vie en nous. C'est ce grand linguiste Guillaume qui parlait de ça, la langue, et il relie à notre instinct de survie. On survit par le langage et par la signifiance en tant qu'humain. On se parle, ensemble, on construit des choses par le langage. Et la signifiance, c'est aussi la signifiance de la création d'un monde commun dans lequel on peut vivre ensemble. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est en train d'abandonner notre capacité de sujet signifiant, actant sur le monde, au profit de deux sujets automates, qui sont le capital sujet, le capital étant ici non pas l'incarnation dans des financiers, pas du tout, le capital étant compris comme une fonction automatique à créer de la valeur financière, et toujours plus, et toujours plus, et toujours plus. Spinoza a parlé de conatus pour ces fonctions automatiques qui donnaient de la motion à n'importe quelle entité vivante ou non vivante. Il faut créer toujours plus de valeur. Et notre système de dette implique ça également, notre système de croissance. Donc il y a ça qui implique créer toujours plus de valeur, et ça nous entraîne. Et il y a un autre sujet automate qui est la technique, qui a besoin de transformer tout en automation. Il faut capter tout le réel, de l'intime et de l'externe en automation, tout automatisé. Il se trouve qu'ils se marient très bien ensemble. Parce que pour croître, la technique sujet a besoin du capital sujet. Et le capital sujet, pour aller dans sa croissance, il a besoin de gains de performance, il a aussi besoin de cette automation du tout. Et je pense que notre seule façon de pouvoir stopper cet emballement automatique, c'est de reprendre notre capacité de décision. Et la décision, c'est toujours de la signifiance. Et de reprendre notre capacité de signifiance. Et pour faire ça, on a besoin de comprendre les mythes au sein desquels on construit nos univers, et d'y injecter un petit peu de ce que l'on veut, en toute conscience et avec vigilance.
J'ai terminé. Peut-être que j'ai encore une dernière phrase, je ne sais plus. Non, j'ai terminé. Alors je vais revenir au premier mot, à la première slide, qui vous permettra de voir et peut-être de mieux comprendre tous ces concepts que je voulais partager avec vous. Voilà. Veblen dit les institutions qui sont programmatiques viennent malheureusement traduire l'instinct prédateur de l'homme, mais lui croit en un autre instinct, l'instinct prédateur, l'instinct de profit, ça va ensemble, qui est l'instinct artisan. Il dit, avant qu'on ait pu se demander à qui va la richesse, il a fallu qu'on la crée ensemble, parce qu'on ne pouvait rien faire tout seul. Il disait, moi je crois que le premier instinct de l'homme, c'est l'instinct artisan. On ne vient pas pour faire du profit, on vient parce qu'on a envie de contribuer. Et c'est ça sans doute la solution à une société où la contribution n'est pas mue par le travail. C'est qu'on a de l'instinct artisan. Vous êtes en train de construire un monde possible, une mythopoïèse. Oui, il faut l'imaginer. Et je pense que ici, ce que vous voulez faire, c'est une poche alternative où on peut créer cette expérimentation. Je reviens à Veblen. Veblen disait, face à une institution dominante, tout ce qu'on peut, c'est créer des alternatives. C'est ça peut-être la différence entre un régime totalitaire et un régime qui ne l'est pas, c'est que le régime totalitaire va donner le droit à l'alternative d'exister. Le régime non totalitaire, le régime totalitaire va l'empêcher. Et moi, je crois beaucoup dans ces expérimentations qui créent des poches de monde possibles. Ensuite, la question, bon, Veblen, il n'est pas dans les happy ending, hein, il ne dit pas à la fin des temps, tout sera beau et l'alternative deviendra dominante, il dit juste, c'est pas mal si on arrive à créer des alternatives, il faut voir ce qu'elles donnent. Et moi, je rajoute un autre point de vigilance, qui est de dire, on connaît aussi les biais des allocations participatives. C'est-à-dire que l'on voit très vite qu'on a des réseaux d'influence qui prennent le dessus et qui ne sont pas ce que l'on croit dans le désintérêt que l'on croit. Et on revient à cette dimension anthropologique. Même avec le plus beau des outils, la plus belle des mythopoïèses, on a un certain instinct qui peut se manifester. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le contrer sans devenir totalitaire soi-même? C'est compliqué, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que, comme Bachelard disait qu'il fallait toujours de la vigilance, surveiller ses outils de réflexion. Je crois que si on arrive à être vraiment dans une mythopoïèse, un monde possible, une poche alternative, où on reste vigilant, c'est intéressant. C'est très rare. C'est très très rare. Mais je vous le souhaite d'y arriver à avoir cette vigilance.